bienvenue sur La Voix du Parfum, le podcast qui fait entendre ce qui habituellement se sent. Je suis Isabelle Sadou, consultante éditoriale consacrée à la belle parfumerie française. J'écris, je raconte et je fais parler les parfumeurs pour qu'ils nous partagent leur passion lors d'interviews parfumées. Je crée aussi des podcasts pour les marques, les entrepreneurs, les institutions, tout domaine confondu. Moyen efficace de communication différenciant, le podcast de marque touche une plus grande cible, réveille les émotions et renforce votre notoriété. Retrouvez-moi sur le site internet d'unmodealautre.com et mes réseaux sociaux. Likez, commentez, partagez si cette interview vous a plu ou si vous avez un projet de podcast. À bientôt et bonne écoute. Olivier David, bonjour. Vous êtes chimiste, enseignant à l'Université de Versailles et membre bénévole de l'Osmothèque, le conservatoire de parfums qui redonne vie à des formules et des parfums jusqu'alors endormis ou disparus. Passionné d'histoire, vos recherches vous amènent à remonter le temps pour nous relater la belle parfumerie française. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'Ernest Beau. Bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Dans la revue L'Industrie de la parfumerie, parue en octobre 1946, Ernest Beau expose son parcours, ses créations et sa conception du métier de parfumeur. Avant de raconter sa carrière, arrêtons-nous sur les dernières lignes de son article d'une étonnante actualité. Il écrit « Je crois que la faculté de goûter est liée à celle de sentir, et il existe encore en France suffisamment de gens de goût pour faire les sélections de beaux parfums, de bons vins et de bons mets. Tant qu'il en sera ainsi, la parfumerie française gardera son prestige. Jusqu'à présent, dans toutes les maisons du monde, à de rares exceptions près, le parfumeur est français. C'est sans doute le résultat d'une longue civilisation raffinée déjà depuis des siècles, de notre esprit léger et mesuré à la fois, qui donne une ambiance éminemment propice à la formation du parfumeur. Continuons à passer au crible de notre goût raffiné toutes les nouveautés que notre travail et notre imagination pourront créer et faisons de notre mieux pour porter la qualité de nos produits à un niveau toujours plus élevé. En un mot, veillons à la suprématie de notre parfumerie, car c'est une partie de notre patrimoine national. Alors Olivier, cet extrait nous permet de faire connaissance avec Ernest Beau, donc parfumeur français, on l'aura compris, ambitieux, attaché à enrichir notre patrimoine qu'est la parfumerie, mais aussi, et c'est ce qu'on découvre avec vous, l'épicurien, l'érudit, l'amateur d'art. Présentez-nous cet aspect du personnage. Oui, en effet, Isabelle, c'est vrai qu'on le connaît comme parfumeur Chanel, mais au final, les gens qui l'ont approché, qui nous parlent un petit peu de lui, notamment son assistant, Constantin Véréguine, parlent de lui comme un bon vivant. Il avait vraiment ce goût pour la bonne chère, les très bons vins, et notamment le champagne. Il cite une journée où ils ont mangé ensemble suite à la découverte d'une Absolut Rose bulgare qui avait des notes de framboise et qui, pour fêter ça, en quelque sorte, a ouvert de très grands millésimes de champagne avec son assistant et sa femme. Donc c'est vraiment un homme qui a une âme créative et qui aime irriguer toute sa création parfumée par les arts et effectivement aussi les arts de la table à la française. Aux arts de la table à la française, ça lie aussi les arts littéraires et artistiques, les poètes, les écrivains français en particulier, mais pas que, russes. Exactement, parce que, évidemment, on va en parler, il est né à Moscou, et on sait que très jeune, on pourrait presque dire adolescent, il a fréquenté l'intelligentsia moscovite. Donc on sait qu'il a fréquenté le monde du théâtre, le monde de la littérature et le monde des peintres. Étant donné qu'il travaillait dans une grande entreprise française installée à Moscou, il va aussi fréquenter d'autres personnes de son milieu qui sont un pied dans l'entrepreneuriat et aussi un pied dans les arts. Il lisait Pouchkine ou Dostoïevski dans le texte ? Alors oui, parce qu'il parlait le russe. On pense d'ailleurs qu'il a appris les deux langues et il s'exprimait avec son assistant qui était également russe dans une langue moscovite tout à fait parfaite. Donc ces fréquentations littéraires, artistiques ont donc nourri son inspiration comme créateur de parfums tout au long de sa carrière. Et celle-ci, justement, a commencé en 1898 à Moscou, vous venez de l'évoquer, dans la société Raleigh. Oui, alors c'était assez simple puisque c'était la société dans laquelle son père avait investi et dont il était un des directeurs. Il a rejoint d'ailleurs son frère aîné
qui était également employé dans les sociétés Raleigh. Et on sait quand il entre, il fait en gros ses gammes puisqu'il commence par étudier la savonnerie, qui est en quelque sorte les fondations de la parfumerie à l'époque. Il va ensuite partir pour faire son service militaire, puisqu'il est français, même s'il est né à Moscou. Et il va revenir en 1902, dans mon souvenir, pour apprendre cette fois-ci la parfumerie avec un monsieur Lemercier, qui malheureusement est toujours mystérieux à ce jour, mais qui va lui enseigner toute la technique de la parfumerie, qu'on pourrait appeler franco-moscovite, puisque ce sont des produits français, mais fabriqués en Russie. Et là, il commence à sentir les parfums de l'époque et qui vont avoir une influence sur son mode créatif, mais il y ajoute ces petites pincées de dames russes, comme on l'a évoqué aussi. Alors oui, c'est effectivement important parce qu'on sait qu'il avait ce tempérament russe, qu'il va garder toute sa vie, puisqu'on sait qu'à partir de la Révolution, il va quitter Moscou pour rejoindre la France, mais il va garder toute sa vie une très forte accointance avec les milieux russes, et on sait notamment qu'il fréquentait les boîtes de nuit russes à Paris. Son âme française aussi lui fait créer entre autres Bouquet de Napoléon en 1912, qui est un parfum un peu à part. Oui, alors c'est son tout premier parfum chez Raleigh qui a une certaine diffusion, ce qui est un peu ironique puisqu'en fait Napoléon a été défait en Russie, mais c'est un personnage qui est admiré par Ernest Beau déjà, mais qui est aussi très respecté par les Russes pour sa stature, évidemment victorieux dans d'autres cas, mais perdant dans ce cas-là, et il semblerait qu'il ait écrit lui-même la notice de présentation de son parfum. Et puis, il y a un tournant en 1918-1919, à la sortie de la guerre, où il raconte « À mon retour de la guerre, j'ai été amené à faire une partie de la campagne dans une région septentrionale de l'Europe, au-delà du cercle polaire, à l'époque du soleil de minuit, où les lacs et les fleuves exhalent un parfum d'une extrême fraîcheur. J'ai gardé cette note et l'ai réalisée, non sans peine. » Alors non, sans peine, effectivement. On voit là qu'il fait une photographie, puisqu'il est jeune soldat, il vient de gagner la guerre en quelque sorte avec les Alliés, et on l'envoie dans le pôle Nord en quelque sorte, les prémices du pôle Nord, et pendant la campagne, il découvre ce paysage du soleil de minuit sur des lacs gelés. Donc il faut imaginer ce soleil très très bas sur l'horizon, orangé, des couleurs très mordorées qui viennent se refléter dans tous les cristaux qui font le paysage. Et il a capturé cette émotion et il a en tête de la reproduire dans un parfum. Et c'est ce qu'il va pouvoir faire grâce à des molécules particulières qu'on appelle les aldéhydes. Et grâce à une femme qui va lui en donner l'occasion également. Exactement. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de Gabrielle Chanel. Et là commence vraiment sa carrière. C'est ce qui le lance complètement, puisqu'il a un certain succès, on va dire, d'estime, surtout auprès de ses collègues chez Raleigh. Mais lorsque Gabrielle Chanel lui demande un certain nombre de parfums... Pardonnez-moi, mais comment ils se sont rencontrés ? Alors, il est rentré en France, en fait, à Cannes, puisqu'il travaille dans les usines au Canet, juste derrière. Et ça fait partie des endroits de la Côte d'Azur dans lesquels la diaspora russe aime aller, surtout après la révolution bolchevique. Et Gabrielle Chanel fréquente les milieux russes. Donc on pense qu'une haute personnalité russe les a fait se rencontrer. Et là, quand elle le rencontre, elle lui donne un souhait de parfum assez particulier avec des mots qui sont assez connus. Vous voulez nous les rappeler ? Alors exactement, elle lui demande un parfum de femme pour les femmes et surtout elle lui demande un parfum qui ne sent pas ni le muguet, ni le lilas, ni la violette. Adieu les fleurs. Adieu les fleurs. Elle veut quelque chose qui soit abstrait et qui puisse en gros aller avec la mode qu'elle est en train de créer. Évidemment, qui change complètement l'allure de la femme. Et là, Ernest Beau repense à cette image qu'il a ramenée du cercle polaire. Alors, on pense qu'il lui présente un parfum qui est déjà pas abouti, mais très avancé. Et elle choisit a priori le numéro 5, mais qui est celui qui est sûrement le plus hardi de la série qu'il lui présente. Donc en fait, il y a une sorte de reconnaissance entre l'un et l'autre. Dans quel sens le plus hardi ? Il lui présente ce qui, en tant que parfumeur, doit être le plus hardi, mais ce qui a l'air de correspondre exactement à ce que veut Gabrielle Chanel, un parfum abstrait. Et du coup, c'est celui qui deviendra la star de toute cette série.
Et elle enchaîne en disant que désormais, ça deviendra le parfum qu'elle lancera le 5 du mois de mai et qui va faire connaître le succès qu'on lui connaît. Les années passent et Ernest Beau, dans ce même article, écrit « J'ai trouvé dès le début de ma longue carrière, dans la personne de mon ami Léon Givaudan, qui a su créer l'importante affaire mondiale de produits synthétiques, un appui et avec l'apport de corps nouveaux. » De quoi parle-t-il ? Alors, il emploie un mot qu'on n'utilise plus de nos jours, on parlerait de molécules synthétiques. Et dans le cas très particulier de son ami Léon Givaudan, il parle des aldéhydes justement, dont la qualité n'était pas très très bonne auparavant, mais qui, avec le nouveau procédé de Givaudan, va permettre d'utiliser des grandes quantités de ces aldéhydes, et ce qui va permettre de faire le fameux numéro 5. Et pas que, parce qu'il enchaîne avec le numéro 22, le cuir de Russie en 1924, Gardena en 1925, Bois des Îles en 1926. Outre les aldéhydes, quel est le fil rouge de ces différentes créations qui ont lieu tous les 2-3 ans ? Alors, on pense que, en tout cas, il nous dit que le numéro 22 faisait partie de la série qu'il avait présentée initialement à Gabrielle Chanel. La légende dit, sans qu'on puisse encore la vérifier, qu'elle avait choisi le numéro 5 pour ses clientes et le numéro 22 pour elle-même. On est dans une lignée, mais qui a peut-être une affirmation florale un petit peu plus forte. Il est un peu moins abstrait. Et il est évidemment extrêmement beau. Et donc, elle a décidé de le vendre et de le proposer également à ses clientes. Et ensuite, en fait, on a des créations de ce qu'on pourrait marquer comme étant les images de l'âme russe d'Ernest Beau, puisque Cuir de Russie parle des fameuses bottes de cosaque traitées au goudron de bouleau, traité avec une sophistication absolument ahurissante, puisqu'on ne sent plus le goudron, mais on a cette odeur chaude qui vient nous envelopper, avec beaucoup d'iris notamment. Et puis on a le préféré d'Ernest, qui est Bois des Îles, et qu'il dit être inspiré de l'opéra de Tchaïkovski, qui s'appelle La Dame de Pique. Et notamment, en fait, des très grandes mises en scène fastueuses de l'Opéra impérial de Moscou, de cette Dame de Pique, et qu'il a voulu rendre vraiment avec une overdose de santal extrêmement riche, extrêmement opulent, et qui apparemment lui tenait beaucoup à cœur. Encore une illustration de l'influence des autres arts sur ses créations parfumées. Il passe encore du temps en Russie ou il est vraiment installé à Paris à ce moment-là ? Alors a priori, j'ai découvert hier d'ailleurs qu'il a voyagé plusieurs fois aux États-Unis. Donc il est passé de l'autre côté. La Russie bolchevique ne correspondait plus à ce qu'il avait connu enfant. Et puis je pense qu'il n'était pas le bienvenu puisqu'il avait été parfumeur du tsar, mine de rien, quelque part. Donc non, il va se tourner au-delà de l'Atlantique. Et on sait qu'il ira au moins 4 fois à New York. Professionnellement ou par... A priori, oui. C'est à partir du moment où il est embauché chez Chanel. Évidemment, la clientèle américaine étant extrêmement importante pour la maison Chanel, il ira se rendre là-bas. Alors, toujours amateur d'art, il fréquente aussi les galeries, les musées et commence une collection. Alors oui, c'était ce que dit son assistant, c'est que son appartement était un véritable petit musée d'art russe. Il gardera toujours cette nostalgie de la Russie impériale et il collectionnait notamment de la céramique impériale, qui était donc de la vaisselle pour des repas de fastueux qui se faisaient à l'époque, et aussi beaucoup de peinture. Il aimait énormément la peinture russe, peinture de paysage, peinture de genre, et on sait qu'il avait auprès de la diaspora russe à Paris, en fait, ce statut d'acheteur de toutes les œuvres d'art qu'ils avaient pu ramener. Quelles sont devenues ces œuvres ? Alors malheureusement, une partie a en quelque sorte disparu, mais il y a tout de même une descendante, il y a 2 descendantes actuellement vivantes, sa fille Gilberte et sa petite fille Nathalie Beau, qui sont toujours là, qui sont de femmes absolument charmantes et très très attachées à la mémoire de leur père ou de leur grand-père, et dans lequel évidemment elles ont quelques objets qui ont survécu de cette collection. Alors, dans cette euphorie des années 30, parce qu'on est en 1926 pour Bois des Îles, il va créer aussi des parfums pour la maison Bourgeois. On cite Soir de Paris, Cabaco, Premier Muguet. Il a 74 ans pour ce dernier parfum, en 1955. En tout, il en aura créé
Une vingtaine, une trentaine? Je pense qu'on est même à une trentaine si on compte trentaine. tous les parfums bourgeois. Effectivement, et même le dernier, le muguet qu'il sort chez Bourgeois, sort en quelque sorte alors qu'il a déjà pris sa retraite. Donc il va être au final très productif pour ces deux maisons. Certaines vont perdurer, puisqu'on les connaît toujours actuellement, et puis d'autres vont disparaître, ce qui est le sort de beaucoup de parfums. C'est pas la qualité qu'il fait, mais c'est que, évidemment, le marché ne peut pas accueillir tout le monde. Mais il était apparemment très fier de Soir de Paris. Pour quelle raison? Alors c'est une note, on n'est pas très loin, alors c'est pas tout à fait comme Bois des Îles, mais on a quand même dans le fond cette note santalée qu'il avait l'air d'apprécier beaucoup. Alors il a eu un immense succès aux États-Unis. C'est vraiment un parfum qui s'est vendu jusqu'à très très tard. Il a été arrêté, je pense, dans les années 80, mais c'est un parfum qui s'est très très bien vendu de l'autre côté de l'Atlantique. Alors vous citiez Soir de Paris, donc ces années 30. Au même moment, il rend hommage à un certain nombre de personnalités qui gravitent dans le monde du parfum, en l'occurrence M. Parquet, qui créa l'Idéal, la Fougère Royale, le Cœur de Jeannette, des parfums qu'il dit admirables, et plus tard Monsieur Bien-Aimé, les quelques fleurs avec une note nouvelle de lilas, et qui fut un succès considérable pour la maison Houbigant. Ce sont ses mots. Il est très admiratif et il enchaîne en parlant de Guerlain, qui lui aussi, selon lui, a contribué à la gloire de la parfumerie française avec Jicky, après Londé, L'Heure Bleue et d'autres créations de grande classe, dit-il, ainsi que Coty avec La Rose Jacqueminot et l'Origan. Et il poursuit, je me souviens notamment de la vague inouïe de ces deux parfums en France et à l'étranger. Monsieur Daltroff, parfumerie Caron, nous apporte une note intéressante avec le narcisse noir et nous vîmes bientôt apparaître des créations d'un goût exquis comme le scandale et l'arpège de Lanvin. Vous avez entendu, j'ai appuyé sur les adjectifs élogieux. On a vraiment l'impression qu'il aime à s'inspirer de cette euphorie de l'époque en citant tous ces parfumeurs. C'est d'euphorie dont il s'agit réellement. Exactement, c'est une sorte de bouillonnement. La parfumerie française, effectivement, à ce moment, il le dit, c'est quasiment la parfumerie mondiale, à elle toute seule, qui est centrée à Paris. Et ce qu'il cite, en quelque sorte, ce sont des innovations. À chaque fois, pour tous les parfums qu'il cite, on a un parfumeur qui avance une note nouvelle et assez souvent, grâce à une matière première nouvelle, qui est mise en avant. Et c'est une des choses dont Ernest est extrêmement fier aussi, c'est que lui s'inscrit dans cette innovation permanente en utilisant ce qu'il appelle les corps, donc les molécules synthétiques, qui sont fournies par toutes les sociétés de matières premières. Et ces sociétés aussi vivent dans une certaine euphorie de recherche et d'objectif d'innover, de multiplier des molécules qui n'existent pas encore. Exactement, c'est le moment où, si on regarde le nombre de brevets, ça explose littéralement. Les chimistes s'emballent en quelque sorte aussi, puisqu'il y a un nouveau débouché pour leur recherche. Et donc, à chaque fois, quand on a de nouvelles molécules, eh bien, les parfumeurs s'en emparent très vite et vont plus loin dans leur recherche des odeurs avec les parfums qu'ils créent. Cette euphorie qui est donc entre deux guerres, elle va peut-être se ralentir pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ? Alors, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il fait. On sait qu'il y a une grande partie de son travail, mine de rien, quand on est dans une maison qui fait des parfums, c'est d'assurer l'approvisionnement des matières premières. Alors, on sait que la production a été arrêtée pendant l'occupation, mais on pense qu'il vit comme grande partie des Parisiens, en fait, en train d'essayer de survivre et d'essayer d'assurer au minimum ce qui est faisable, mais on pense que ses activités de parfumeur ont été en stand-by à ce moment-là. Et donc, il a une famille à Paris, il fait la navette aussi avec le Pays de Grasse. Comment se passe son quotidien dans ce cas-là ? Alors, son quotidien, a priori, ça devait être au laboratoire. Il avait, son assistant nous le dit aussi, c'est qu'il avait une acuité absolument phénoménale pour détecter les qualités des matières premières. Donc, c'est extrêmement important pour assurer l'approvisionnement et la qualité des parfums. Et on pense qu'en fait, une grande partie de son activité, en fait, c'était de s'assurer de la qualité de ce qui rentrait dans les usines Chanel. Ouais, pas que de la création, quoi. Alors, il y avait la création. On sait évidemment qu'il avait une vie artistique et mondaine, on peut dire mondaine. Bien remplie. Bien remplie, puisqu'il adorait fréquenter toutes les boîtes de nuit russes, les restaurants russes, où il rencontrait ses amis, qui étaient la diaspora moscovite. Est-ce que vous avez des mots pour qualifier sa signature ou son style ? Alors je sais que quand on avait fait la conférence avec l'Osmotec, la première fois, Nathalie Beau était présente dans la salle, mais je l'ai su au moment où j'ai démarré, donc j'étais assez ému. Et ce qui l'avait beaucoup marqué, c'est que j'avais décrit
comme ça, moi, intuitivement, son style comme étant sans couture. Sans couture. Et ça l'avait marqué, puisque après, quand elle a repris contact, elle a dit « J'avais vraiment beaucoup aimé quand vous aviez décrit ça. Faudrait imaginer en quelque sorte une structure de Brancusi, si vous voyez ces structures très longilignes, dorées, avec vraiment une surface très lisse et des lignes vraiment très épurées, mais très travaillées. Et pour elle, ça correspondait aussi au style de son grand-père. Quelque chose vraiment, et son assistant nous le dit encore, il travaillait énormément ses formules parce qu'il voulait vraiment que ce soit poli au maximum et qu'on ne voit pas les détails. Mais pas minimaliste. Alors, pas du tout minimaliste, puisqu'au contraire, il aimait, mine de rien, Cuir de Russie est une overdose de goudron de bouleau, Bois des Îles est une overdose de santal, Gardenia est une fleur extrêmement sensuelle. Il travaille en quelque sorte, on pourrait comparer ses parfums à des poèmes de Victor Hugo avec quelque chose de très puissant, mais de très cohérent. Jolie comparaison. De la littérature, de la poésie à la peinture, il n'y a qu'un pas. Et quelques mots par lesquels nous allons terminer d'Ernest Beau, qui, dans le même article, décrit le parfumeur ainsi. De même qu'un peintre gardera sa palette, même s'il change de genre, le parfumeur pourra se reconnaître à son style, dû précisément à la gamme de corps qu'il aura tendance à employer. Le parfumeur se crée ensuite les accords types qui lui servent dans des cas déterminés et facilitent son travail. Il peut alors composer un parfum. Il faut pour cela qu'il ait une idée, qu'il sache ce qu'il veut faire et que tous ses efforts tendent vers le but qu'il s'est fixé. Alors Olivier, est-ce que cette description est encore d'actualité aujourd'hui en 2022 ? Oui, alors je pense que la majorité des parfumeurs qui travaillent, soit dans les maisons de composition, soit indépendants, ont cette idée en tête. C'est-à-dire que vraiment, la plupart démarrent avec une idée qu'ils veulent concrétiser et ensuite, ils trouvent les matières qui vont permettre de façonner ça en odeur. Et pour terminer, quel est l'héritage que nous laisse Ernest Beau ? Alors l'héritage, c'est qu'a priori, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité de ces parfums sont les graines initiales de lignées de parfums. Donc numéro 5 est la première des fleuris aldéhydés. Bois des Îles est un premier boisé extrêmement puissant. Et donc, il quelque sorte, des pans entiers de la branche de la parfumerie sont dus à Ernest. On peut lui dire merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci de nous avoir suivis sur le podcast La Voix du Parfum. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine interview ou d'une échappée belle dans l'histoire de la parfumerie. Prenons contact si vous aussi vous souhaitez créer votre podcast et diffuser vos talents et vos savoir-faire. À bientôt!